parlez-nous de votre première expérience d'interview avec Charlie Chaplin. Cette interview de Charlie Chaplin, elle m'a été demandée, j'avais une vingtaine d'années, j'avais réussi à interviewer John Lennon et Yoko Ono à Cannes, et le directeur de France Inter m'avait promu avec une émission quotidienne sur France Inter tous les soirs à 20 h pendant la grille d'été, et je n'étais que dans la grille d'été. Et à la rentrée, je n'étais plus à l'antenne. José Arthur, qui avait une émission qui s'appelait Le Pop Club, me dit « Écoute, il y a quelqu'un qu'on n'a jamais réussi à interviewer, c'est Charlie Chaplin, et si jamais tu obtenais cette interview de Charlie Chaplin, ta carrière serait faite. » Alors je me suis renseigné, et Charlie Chaplin, il vivait la moitié du temps en Suisse et la moitié du temps à Londres, à l'hôtel Savoy. Donc je suis parti à Londres, j'ai fait le guet, et j'ai croisé Charlie Chaplin à la sortie de l'hôtel Savoy, et je lui dis on m'envoie faire une interview de vous, et si je ne la ramène pas, je suis viré. Et il me dit venez demain à 17 h, et sa femme, Una, me dit mais pas de télévision, pas de film, pas de photos. C'était uniquement une interview pour la radio. Et il me prend une idée un peu folle, je me dis mais si on faisait une caméra cachée. Et j'appelle Jacques Chancel, qui avait une émission à l'époque de télévision qui s'appelait Le Grand Amphi et qui s'est appelé ensuite Le Grand Échiquier. Et j'appelle Chancel et je lui dis « J'ai rendez-vous demain avec Charlie Chaplin, est-ce que vous voulez qu'on tente de faire une caméra cachée ?» Il me dit « Oui, mais il y a une seule question qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il a peur de la mort ?» Comment poser une question pareille à un monsieur qui est très âgé et lui demander s'il a peur de la mort? Donc je n'ai pas dormi cette nuit qui précédait ma rencontre avec Chaplin. Et comme le caméraman était libre le matin, je n'avais rendez-vous que l'après-midi avec Charlie Chaplin, je suis allé filmer la maison natale de Charlie Chaplin dans le quartier juif de Londres, 189 Kennington Road. Et j'ai vu des fleurs dans le jardin, la maison était abandonnée, livrée à elle-même. J'ai cueilli les fleurs et je me suis dit je les offrirai à Chaplin. On a démarré l'interview comme s'il s'agissait d'une émission de radio. Et puis le caméraman avait monté sa caméra, j'ai fait un petit clap en tapant sur mon micro et j'ai enchaîné la suite de l'interview, mais qui cette fois était filmée. Et naturellement, on s'est fait virer par l'entourage de Charlie Chaplin qui estimait qu'on avait violé les règles puisqu'il nous avait demandé de ne pas filmer. Alors on a fait semblant de partir, on a laissé la caméra tourner et je me suis précipité dans le salon, je me suis assis à côté de Charlie Chaplin, je lui ai dit « Ce matin, je suis allé au 189 Kennington Road, il y avait des fleurs dans le jardin. Et je les ai cueillis pour vous. » Et là, Charlie Chaplin s'est mis à pleurer. Il m'a dit « 189 Kennington Road, la maison de maman, c'est trop gentil. » Et je lui ai glissé ma question à la Chancel en lui disant « Est-ce que vous avez peur de la mort ?» Et il a fait une réponse tout à fait banale, mais dans un grand éclat de rire, il m'a dit « Ça nous arrive à tous. » Et on a fini sur cette très belle image de Charlie Chaplin qui riait en parlant de sa propre mort. Et ça m'a beaucoup aidé puisque Jacques Chancel m'a fait venir sur le plateau de l'émission et par la suite j'ai progressé, on m'a confié des émissions de télévision et de radio. C'est un bon souvenir, j'avais 20 ans à l'époque. Justement, ta carrière comme journaliste a évolué beaucoup. Tu as pu rencontrer et connaître John Lennon aussi, et Yoko Ono. Tu as quelques anecdotes, tu as passé quelques jours. Oui, j'ai passé une semaine avec John Lennon et Yoko Ono. Et à l'époque, John Lennon avait fait un clip sur la chanson Imagine, Imagine all the people. Et c'était très novateur parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas les clips. Maintenant, c'est très répandu. Et il m'a montré en projection privée le film de la chanson Imagine. Et c'était un film qui était en noir et blanc et où on voyait John et son épouse Yoko qui étaient habillés de blanc également. Ils rentraient dans une maison toute blanche avec un parquet blanc. Yoko Ono ouvrait petit à petit les rideaux et la lumière du jour rentrait dans ce salon très blanc et John Lennon avait un piano tout blanc au milieu de son salon. Et je me suis dit, c'est un rêve, si jamais un jour j'ai les moyens, j'aurai un appartement ou une maison toute blanche. Et ce rêve, je l'ai concrétisé quelques années plus tard en achetant un appartement très important. Justement à Paris, on s'est connus à Paris. Voilà. Ton penthouse parisienne. Voilà. La soirée du 14 juillet. J'ai rencontré beaucoup de monde. Tu peux parler un petit peu les gens qui t'ont invité à... C'était un appartement un peu mythique parce que c'était l'ancien appartement d'Alain Delon
qui était sur 3 étages, 7e, 8e, 9e, c'est un penthouse, avec une vue panoramique sur la Seine et la Tour Eiffel. Alors chaque 14 juillet, pour le moment de la fête nationale où on célèbre cette fête avec des feux d'artifice, j'avais quelques centaines de personnes qui venaient assister aux feux d'artifice et le dress code c'était tous en blanc, pour reprendre une idée d'Eddie Barclay, le producteur de musique qui faisait ça chaque année jusqu'à sa mort à Saint-Tropez. Et j'avais été invité de nombreuses fois par Eddie Barclay, j'avais gardé un souvenir un peu ému de ces fêtes et j'ai voulu les perpétuer. Et donc c'est vrai que les gens venaient sans arrière-pensée, puisqu'il n'y avait pas d'arrière-pensée commerciale, seulement le plaisir de se retrouver et d'assister à une belle fête. Hier soir, c'est moi-ci, cette fois-ci que je t'ai invité à une soirée à la Summer Breeze à Carthage. Est-ce que quelqu'un a l'impression sur la soirée, sur les gens que tu as rencontrés, sur la Tunisie? Oui, ça m'a fait très plaisir parce que je suis venu beaucoup avant la Révolution. Je n'avais pas eu l'occasion d'y venir après et j'avais la conviction que certaines personnes que je connaissais avaient peur de venir en Tunisie, même maintenant. Et je trouve que le fait de multiplier des opérations de relations publiques comme celle que tu as fait avec un grand talent et de faire venir des gens qui sont des influenceurs, comme on dit, je crois que c'est une bonne idée parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit qu'il y a un potentiel énorme avec la Tunisie. J'ai rencontré par exemple les organisateurs du festival de Tozeur. Je crois que ce sont des gens qui sont très intéressants, qui sont engagés dans la construction de ce festival de films. Je pense qu'il faut les aider parce que c'est très important que la Tunisie soit à nouveau une destination à la mode. Ce qui a fait beaucoup de mal à la Tunisie sur le plan touristique, c'est le tourisme de masse un peu bas de gamme qui avait abîmé l'image de la Tunisie. Et je crois qu'avec des opérations comme le festival de Tozeur ou des manifestations culturelles, celle des jeunes créateurs, ce que tu as sollicité hier soir, je crois que tout ça va encourager tout le monde à revenir en Tunisie et à développer. Et une autre expérience personnelle que tu as eue avec un très grand artiste, Salvador Dali. Est-ce que tu peux en parler, quelques anecdotes, comment tu l'as connu? J'ai connu Salvador Dali d'une façon assez rocambolesque. J'avais un véhicule un peu écologique, très écologique, puisque c'était une coccinelle Volkswagen dont la carrosserie était entièrement recouverte de gazon. Du vrai gazon. Et Salvador Dali avait entendu parler de cette voiture, il a voulu me rencontrer, je suis allé le voir à l'hôtel Meurice, il est monté dans la voiture et il m'appelait pratiquement tous les jours sur mon répondeur. Il parlait de lui à la troisième personne. C'était lui qui parlait, mais il parlait de Salvador Dali comme si c'était une autre personne. Alors ça donnait « Allô, bonjour », il disait tout le temps « Bonjour, bonjour, je vous appelle de la part du divin Dali, pouvez-vous venir me chercher à midi? Bonjour ». Et alors je débarquais avec ma voiture en gazon. Sa femme, Gala, était effrayée à l'idée qu'il monte dans cette voiture en disant « c'est pas normal qu'il y ait du gazon qui pousse dans une voiture, il doit y avoir des gaz, c'est très mauvais pour votre santé ». Et il me demandait de l'accompagner dans des restaurants réputés. Et on partait déjeuner ou dîner et il faisait des choses extraordinaires. Il y avait toujours des Japonais au rez-de-chaussée de l'hôtel Meurice qui lui demandaient des autographes. Et alors il sortait un gros marqueur de sa poche et il disait oh, « alors c'est 10 francs » parce que les euros n'existaient pas à l'époque, c'était 10 francs donc 1,50 €. Et alors les Japonais étaient surpris, ils nous réclament 10 francs. Et alors il donnait 10 francs et avec son marqueur il faisait une croix dans la main de la personne. Et la personne était un peu interloquée, c'était sa signature évidemment sur un morceau de peau qui, même si la personne ne se lavait pas, forcément la signature allait automatiquement en quelques jours s'effacer. Et il faisait ça 50 fois par jour, il récupérait 500 francs par jour, s'il n'y a pas de petit profit. Un autre jour, on était dans un restaurant, le propriétaire du restaurant lui dit « Monsieur Dali, j'aimerais une signature de vous ». Alors, Salvador Dali prend son marqueur et il fait une croix sur la table. Et alors il dit mais c'est pas une signature. Alors Salvador Dali lui répond mais si je signe avec ma signature, alors j'achète le restaurant. Il avait une haute opinion de lui-même et de la valeur de sa signature. Et maintenant tu habites à Lisbonne. Et à Rio de Janeiro, non? Tu continues
tes soirées. Je continue mes pérégrinations entre Lisbonne et Rio. Oui. Est-ce qu'on va inclure la Tunisie aussi? Mais il faudrait. Je vais revenir pour le festival de Tozeur et je vais voir si on peut avoir des projets avec la Tunisie. J'aimerais beaucoup en tout cas. Une question que j'ai oubliée. Tu as eu, après être journaliste, tu as lancé une société. C'était quelle société, quel produit tu vendais? Alors j'ai monté d'abord une agence de communication qui était spécialisée dans l'événementiel. À une époque où il y avait relativement peu d'agences événementielles, on était 3 sur Paris. Et puis ensuite j'ai monté une société de télécom que j'ai introduite en bourse qui s'appelait Télémédia et que j'ai dirigée pendant une quinzaine d'années avant de prendre ma retraite entre guillemets. Et c'était des expériences très intéressantes.